Nous sommes maintenant, encore une fois, avec M. Luc Rajot, qui est notre chroniqueur économique. Comment allez-vous aujourd'hui, M. Rajot? Très bien, très beau soleil en ce vendredi. Alors, on essaie de profiter du bon temps. Fantastique. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des budgets 2023 des villes et municipalités qui les ont forcés à augmenter les taxes municipales et ça ne fait pas du tout l'affaire de certains citoyens. Non, pas l'affaire de certains citoyens et ça a rebondi bien sûr à l'Assemblée nationale où certains députés de l'opposition ont demandé au gouvernement de voir s'il pouvait intervenir d'une façon quelconque. C'est malaisant un petit peu du côté gouvernemental pour aller voir ce qui se passe dans les municipalités parce que, en principe, les municipalités ont l'autonomie, bien sûr, dans la réglementation là, Mhm. municipale. Néanmoins, la ministre des Affaires municipales a décidé d'envoyer quelques spires dans les municipalités où il y Ouais. avait effectivement des apparences d'augmentation du taux de taxation qui allait de 20 à 25 supplémentaire. Puis on a vécu dans la région non lointaine des Hautes-Laurentides, à la Macasa, Rivière-Rouge, où il y a eu des pétitions de citoyens pour tenter de faire revoir le budget, ce qui a été un succès du côté de Rivière-Rouge. On est passé de 20 d'augmentation à 15. En tout cas, on a réussi à baisser le taux de taxation, ce qui est déjà un gain du côté citoyen. Du côté de la Macasa, ils déposaient, je pense, leur pétition dans les derniers jours pour voir effectivement s'il y avait possibilité de mettre une pression additionnelle sur la Macasa. Euh, Moi, ce que je trouve un petit peu étrange dans tout ça, euh, difficile de dire que les municipalités n'ont pas vécu les mêmes concepts d'inflation que l'ensemble du citoyen. Alors, si nous, comme citoyens, on vit une situation où on a une augmentation de nos budgets personnels liés aux prêts hypothécaires, à la nourriture, aux vêtements, aux sorties, difficile de dire aux municipalités, ben vous autres, vous vivez pas d'augmentation de déneigement pour les chemins. C'est Dans ça. plusieurs municipalités, on parle d'augmentation de 20, 25, 30, même dans certaines municipalités jusqu'à 100 d'augmentation pour C'est déneiger la c'est ça, voirie. tout coûte plus cher, c'est exactement ça. C'est, en parlant du déneigement, c'est non seulement les contracteurs qui demandent plus d'argent, mais l'essence coûte plus d'argent. Donc, les municipalités qui ont leur propre véhicule, ça leur coûte plus cher. Même chose pour les villes et municipalités qui ont leur propre service de police, c'est l'essence là-dessus qui coûte cher également. Tout augmente Ouais. le Et prix des services en loisirs, tout. ouais, puis le personnel coûte plus cher, puis c'est normal. Il y a eu des ajustements pour certains. Il y aura des ajustements à prévoir dans la prochaine année pour certaines autres municipalités. Alors, je trouve un petit peu étrange que plusieurs citoyens se mettent un petit peu à l'opposition. Bon. Maintenant, si on se met du côté du citoyen, puis on dit, bon, en plus de toutes les augmentations qu'on a, une augmentation de taxes importante, comme de 15-20 c'est parce qu'en principe, la valeur des propriétés a aussi augmenté dans la dernière année, les 2 dernières années. Les rôles d'évaluation ont Mhm. fait que plusieurs municipalités ont dû subir, on ne subit pas des augmentations. Comme citoyen, oui, mais pas comme municipalité, on profite des augmentations des rôles d'évaluation parce que ça fait augmenter le revenu pour la municipalité parce que essentiellement, les municipalités se nourrissent des taxes municipales. C'est à peu près la seule source de revenus, incluant les taxes de bienvenue. Et dans d'autres municipalités actuellement, sur des redevances pour des nouvelles constructions, certaines municipalités ont implanté ça dans les dernières semaines, derniers mois, et d'autres vont les suivre parce qu'ils veulent s'assurer de développer les nouveaux quartiers avec des augmentations de taxes de bien, pas de bienvenue, mais de redevances Mhm. auprès des contracteurs. Bon, là, c'est un peu tout mêlé, mon affaire, mais j'essaie de rassembler ça puis dire, écoutez, comme citoyen, que vous ne soyez pas d'accord avec des augmentations de taxes, vous vous dites pourquoi dans la municipalité d'à côté, c'est 12 puis nous, c'est 25 ben, il faut peut-être comprendre les différentes dépenses particulières que certaines municipalités ont aussi à effectuer au cours de la prochaine année. Peut-être des dépenses qui avaient été retardées dans le passé dans des projets d'infrastructure, qui n'avaient dit, ben, pour tenter d'éviter d'augmenter les taxes immédiatement, on va reporter ça un petit peu dans le temps. Sauf que dans le reporter dans le temps, ça coûte plus cher aujourd'hui que ça leur aurait coûté il y a peut-être 4-5 ans. Bon. Ouais. Donc, ça, c'est un élément.
Dans d'autres municipalités, on accuse les conseils municipaux d'avoir peut-être exagéré parce vous savez, les principes électoraux, c'est simple. Dans la première année après l'élection, on profite pour mettre des projets en place pour avoir des réalisations à présenter dans l'année 4 Ouais. du principe électoral. Alors, on investit beaucoup peut-être dans l'année 1 et 2 pour finaliser dans l'année 3 et finalement arriver avec des budgets dans l'année 4 où il n'y a pas d'augmentation de taxes. Malheureusement, pour plusieurs municipalités, ils se retrouvent avec des fois des augmentations qui sont peut-être plus difficiles à accepter. Bref, je me dis, c'est beaucoup plus esthétique les visites des sbires du gouvernement dans les différentes municipalités. Je pense que les municipalités vont devoir, bien sûr. Moi, ce que je trouve plate de l'autre côté, par contre, c'est que les municipalités, dans bien des cas, sont en préparation de budget à l'automne. On fait des assemblées spéciales là pour aller expliquer le budget une fois qu'il est adopté. Puis souvent, on est obligé de revirer de bord, comme par exemple Rivière-Rouge a dû le faire, pour revoter un budget. Je trouve ça même un peu particulier une fois qu'un budget est voté. Là, Ouais, c'est très bizarre, effectivement. ça me semble étrange, mais en tout cas, je ne connais pas toutes les règles municipales. Mais peu importe, on aurait pu faire peut-être une ou deux assemblées d'information à l'automne pour dire, ben voici l'enlignement qu'on est en train de prendre. Est-ce que vous considérez que ça fait partie du développement que la municipalité doit mettre de l'avant pour les 2, 3 prochaines années? Si oui, ben voici l'impact au niveau budgétaire et ou de présenter l'augmentation de l'ensemble des coûts que la municipalité a dû vivre dans la dernière année et de dire, ben, il faudra prévoir ce qui s'en vient éventuellement. Alors, tu sais, des petites assemblées d'information, mais souvent, ces assemblées-là attirent pas personne parce qu'il n'y a pas d'impact. Le matin que tu donnes une augmentation de 15, 20, 25, 30 là, quand tu dis, là, ça va aller chercher dans tes poches, ben là, tout d'un coup, il y a 1500, 2000 personnes qui se présentent dans l'aréna pour aller entendre le maire présenter les explications. Alors malheureusement, souvent, ces gens-là qui ont été élus, dûment élus, ça fait 1 an, même pas 1 an, que ces gens-là ont été élus. Ils doivent passer à travers un processus où les gens sont, sont, sont plus ou moins d'accord avec l'ensemble des présentations qui ont été faites, même lors de l'explication, et ils vont devoir vivre avec l'odieux d'avoir peut-être pris les très bonnes décisions pour le développement de la municipalité. Et on comprend aussi que les municipalités veulent assurer de se donner des infrastructures pour se mettre beau et belle, afin de continuer à attirer du monde pour éviter la dévitalisation dans plusieurs cas de municipalités. Bon, bref, on verra ce que cette situation-là va donner. Le gouvernement, je termine là-dessus pour ce point-là, le gouvernement termine ou est en train de terminer une réévaluation de la fiscalité municipale. Il y a un comité mis en place actuellement qui est en train de revoir ça. Est-ce que ça donnera de grands résultats? J'en doute, parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions, outre que peut-être pour les grandes municipalités qui ont des infrastructures institutionnelles, parce que les gouvernements, on le sait, paient 70% du compte de taxes normalement qui serait dû d'être payé, et l'autre 30% doit être assumé indirectement par les citoyens. Alors, ceux qui ont des hôpitaux, des CHSLD, des écoles sur leur territoire, ben eux profitent pas de l'entièreté des taxes municipales qui devraient être payées normalement. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui seraient offertes aux municipalités? Je ne sais pas. Peut-être permettre certaines choses à réaliser dans la municipalité, mais en termes de revenus potentiels, ils ont déjà des exemptions de taxes sur le TPS TVQ à raison de 100% au niveau de la TPS, 50% au niveau de la TVQ. Alors déjà des retours de taxes sur les produits et services qu'ils achètent. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Moi, personnellement, j'en vois pas beaucoup. Ceux qui travaillent auprès de municipalités ont peut-être déjà des solutions sur la table, mais moi, pour le moment, j'en vois pas beaucoup d'autres. Alors, peut-être d'alléger un petit peu la vérification que le gouvernement demande aux municipalités. Déjà, ça sauverait du temps aux employés des municipalités, donc pourraient axer leur temps sur autre chose. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vérifications qui sont demandées de la part du gouvernement. Est-ce que, d'autre côté, c'est bon pour assurer aux citoyens qu'il n'y a pas de fraude potentielle dans les différentes municipalités, comme ils se sont déjà passés dans le passé, là, comme on en a déjà vu, là, c'était pas drôle. Alors, bref, comme citoyen, je pense, impliquez-vous, allez aux assemblées municipales, posez des questions. Je
pense que c'est la meilleure façon de vous assurer de ne pas vous retrouver avec des surprises à chaque début d'année Au mois de lorsque mars, les ouais. municipalités présentent le budget respectif. On va également parler du bas de laine des Québécois qui, mauvaise nouvelle pour le bas de laine, c'est moins 5,6%, je crois. Ben, c'est une mauvaise nouvelle, oui, parce que on perd des actifs au niveau de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. On perd près de 28 milliards dans son portefeuille, mais c'est beaucoup moins que les indices de référence. Actuellement, les indices de référence sont autour de moins 8%, 9%, alors qu'on est à moins 5,6% au niveau de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, ce qui est pas méchant dans le contexte de marché, de révision des normes dans la dernière année. Faut dire que 2021, on avait surpassé les rendements dans tous les secteurs d'activité. Là où on est très fort de notre côté, c'est du côté immeubles et infrastructures, où on a performé à 12% de rendement, alors que les indices de référence étaient à 5,7. Alors, c'est plus du double de rendement. Là où on a été plus faible, c'est du côté des revenus fixes, les obligations de municipalités gouvernementales, qui ont été déficitaires de 14,9%, alors que l'indice de référence est à moins 16,4%, ce qui est quand même une bonne performance dans un contexte. C'est drôle de dire que Ouais. perdre de l'argent, c'est une bonne performance, mais si on veut dire, est-ce que nos gestionnaires sont de bonne qualité? Pour cette question-là, c'est clair. Les employés actuels de la Caisse de dépôt et de placement du Québec travaillent bien, sont bien informés, assurent une certaine forme de sécurité au bas de laine des Québécois. Alors moi, je pense il faut leur faire confiance. Quand on regarde le marché boursier, parce qu'on joue dans cette équipe-là aussi, du côté de la Caisse de placement et des caisses de dépôt et de placement du Québec, les marchés boursiers sont à moins 11,3%, alors que l'indice est à moins 11,4%. Alors, on se compare très bien dans la performance de l'indice boursier. Fait faut croire que le travail et la diversification du portefeuille de la Caisse de dépôt est de bonne qualité, considérant les rendements qu'elle a définis au cours de la dernière année. Alors, moi, je suis confiant, je suis rassuré comme épargnant. Il y a une partie de mon argent, la partie de ton argent, Vincent, qui se retrouve à la Caisse des dépôts de placement du Québec lorsqu'on paie de la RQ. Alors, faut dire qu'on a de bons rendements considérant Puis il faut regarder le rendement sur plusieurs années, hein. Faut pas juste Ouais. regarder l'année en cours. C'est clair Non, c'est ça. qu'on Il veut faut se voir la donner courbe au ouais, complet plutôt que simplement le petit c'est segment ça. ou la petite tangente. Ouais. Là, on a pris une photo au 31 Exact. décembre de ce qui a été le rendement. Maintenant, si on veut voir le rendement global et ce que la Caisse de dépôt va faire dans les prochains mois, va présenter les 4, 5 dernières années tout le temps, à tout le moins, et se comparer à les mêmes indices de référence pour voir si la tendance et le travail réalisé par ces hauts gestionnaires ont été de bonne qualité. Mais je pense que M. Aymon, actuellement, donne une belle performance, fait une bonne job. C'est quelqu'un qui réussit à bien stabiliser. Ce qui est important de voir aussi, c'est que une grande partie du portefeuille, plus de 80 milliards, ce sont des montants investis dans des projets québécois, donc des projets locaux. Donc, c'est près de 20% du portefeuille qui est investi à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, qui est utilisé pour des infrastructures, des projets de développement d'entreprises locales. Alors ça, c'est une très, très bonne nouvelle et on veut l'augmenter à 100 milliards d'ici 3 ans. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour développer des entreprises québécoises. Et pour ça, puis c'est sûr qu'on ne peut pas l'avoir à 50% ou 60%. Il faut diversifier les investissements. Il faut être international, il faut être local. Il faut aller dans le domaine, par exemple, des immobiliers et les infrastructures qui sont des éléments fixes et où il doit y avoir une bonne évaluation des rendements qui sont faits. Alors, des immeubles locatifs, est-ce qu'ils sont de bonne qualité, bien situés? Puis on en a un peu partout à travers le monde. Alors, je pense qu'on est bien positionné au Québec avec la Caisse de dépôt. Et je pense que les Québécois, après avoir regardé leur compte de taxes municipales, peuvent se dire qu'ils ont une bonne institution financière au Québec qui réussit à bien les protéger et bien leur donner un bon retour, je pense, si on regarde les rendements sur une période de 3 à 5 ans. Merveilleux, M. Rajat, c'était super intéressant. Et on retient donc qu'il ne faut pas s'inquiéter pour le bas de laine des Québécois. C'est pas une situation
qu'on croit va perdurer si on regarde le long terme. Donc, on est bien content de ça. Puis dites-vous une chose, si votre compte de taxe augmente beaucoup, dites-vous aussi que votre propriété a beaucoup augmenté. Alors, des fois, il ne faut pas chialer juste sur le compte de taxe. Il faut regarder le matin que vous allez vendre votre propriété, vous allez peut-être faire, peut-être moins aujourd'hui parce que les prix recommencent à baisser un peu, mais vous allez quand même faire 30, 40, 50 et même des fois 100% de rendement sur votre propriété. Alors, c'est ça aussi qu'il faut regarder, pas juste le rendement de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, puis pas juste le compte de taxe de l'autre côté, qui vous donne des services en passant dans vos municipalités. Et souvent, vous êtes bien heureux d'avoir une piscine, vous êtes heureux d'avoir une belle patinoire bien entretenue et ou des parcs loisirs et des chemins bien entretenus. Programmation de toutes sortes. Exactement. Alors, c'est ça. Mais il faut être vigilant, il faut toujours être vigilant comme citoyen. Yes, merci beaucoup, M. Rajot. Super apprécié. On se reparle dans 2 semaines. Parfait. Salut. Au revoir.